Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui n'est-il pas souvent assis devant une pile de livres à dédicacer? Il fait partie, depuis une trentaine d'années déjà, grâce à ses fourmis, notamment de ces auteurs qui déchaînent et drainent un lectorat passionné et patient. Il sera évidemment au Salon du Livre qu'on appelle Livre Paris désormais et qui ouvre aujourd'hui. Bonjour Bernard Werber. Bonjour Augustin. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans une dédicace? La rencontre avec une famille, la famille de mes lecteurs. Je suis conscient que je leur dois tout. C'est eux qui rentrent dans les librairies, qui payent 20 €, qui vont tourner les pages pendant 7 heures. Et sans eux, je n'existerais pas. Donc le minimum, c'est de les regarder dans les yeux et de savoir quelle tête ils ont. Honnêtement, quelquefois, il y en a qui sont toutes prêtes ou alors vous les personnalisez à chaque fois? Alors, j'aime bien faire des dessins parce que j'ai l'impression que tout ce que je voulais écrire est déjà à l'intérieur du texte. Donc je vais assez vite. Je mets une formule genre bonne vie, bonne lecture, bon rêve. Bonne vie, c'est très bien. Et je fais un dessin par contre. Alors selon la longueur de la file, je fais un dessin plus ou moins compliqué. Quand il y a beaucoup de monde, je fais un petit dessin. Et quand j'ai le temps, j'essaie de faire en général soit une fourmi, soit un poisson, soit un chat, soit un petit décor avec des anges. Voilà, et ça m'amuse beaucoup. En fait, j'adore dessiner. Quand vous avez le temps, est-ce que vous avez jamais connu une époque, Bernard Werber, où invité dans un salon littéraire, les lecteurs se faisaient rares à votre Alors, table? les premiers salons du livre de Paris, je me rappelle, j'étais à côté de Patrick Covin, et on se regardait tous les deux comme deux pêcheurs qui n'arrivent pas à avoir des touches. Et on a énormément rigolé parce qu'il y a personne qui est venu nous voir. On a dû faire 5 ou 6 dédicaces. Et je me rappelle... peut-être au premier salon du livre, je me suis dit, parce qu'il y avait une énorme file, une énorme queue pour Frédéric Hébrard qui faisait à l'époque le Château des Oliviers. Je me suis dit, j'aimerais bien un jour en avoir une aussi grande. Et maintenant que ça s'est réalisé, si je puis dire, c'est pas une métaphore. J'aimerais bien aujourd'hui avoir une aussi file grande. d'attente. Bon, écoutez, c'est super, il est 9h11, on est vendredi. Quel moment de l'année est-ce que c'est pour vous? Maintenant je l'ai, voilà. Ok, là c'est trop d'informations, Bernard. Honnêtement, quel moment de l'année est-ce que c'est pour vous le salon du livre? C'est un moment d'appréhension, de joie, d'ennui? Il y a deux choses. En général, c'est la fin de vie un peu de mon livre qui est sorti en octobre, puisque je sors le livre tous les 1er octobre. Et en même temps, c'est la rencontre avec les lecteurs du livre d'octobre. Un moment de partage, alors. Voilà. Et aussi de feedback. C'est-à-dire qu'ils vont me dire qu'est-ce qu'ils ont pensé du livre. C'est-à-dire de retour. Voilà. Non, parce que oui, vous traduisez quand même, Bernard. Mais non, mais c'est une fête. C'est vraiment un moment précieux. Moi, j'y vais avec le sourire et recevoir toute cette énergie de... C'est comme si j'avais lancé des tas de bouteilles à la mer, et c'est tous les gens qui ont trouvé la bouteille à la mer qui viennent me dire « Ah ouais, on l'a trouvé, on l'a lu, et voilà ce qu'on a trouvé. » Donc vous en avez trouvé, vous, des bouteilles à la mer? Faire la démarche de rencontrer un auteur pour lui faire signer un exemplaire de son livre, vous l'avez déjà fait? Non, je suis trop timide pour faire ça. Mais j'aurais rêvé rencontrer mon maître en écriture qui était Philippe Cadic. J'ai toujours imaginé comment ça aurait pu se passer, cette rencontre. C'est le phare, c'est-à-dire c'est lui qui m'a indiqué il faut aller toujours plus loin, il faut être toujours plus original, et quoi que ce soit qui existe déjà, il ne faut pas l'utiliser, il faut faire autre chose. Voilà. Pensez autrement, comme vous disiez. Alors, qu'est-ce que recherche votre lecteur, à votre avis, votre lecteur à vous, lorsqu'il vient vers vous pour une dédicace? Qu'est-ce qu'il se raconte à travers ce geste, à travers ce rituel, justement? Je pense que quand il me lit, il recherche l'évasion, et quand il me rencontre, il se demande quel est le type assez dingue pour raconter des histoires aussi bizarres. Mais je revendique une sorte de capacité à sortir les gens de leur monde normal. Donc quand ils viennent me voir, ils veulent se reconnecter à ce monde bizarre. Mais j'essaie d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des nouveaux chemins. Et donc c'est les gens qui ont envie de faire ces nouveaux chemins qui viennent vers moi. Et se reconnecter aussi à un objet de plus en plus étrange, l'objet livre, qui décidément n'est pas mort par la grâce de ces dédicaces. Je crois que le livre est l'objet le plus puissant qui existe, parce que ça transforme le lecteur en réalisateur de cinéma. Quand vous voyez une phrase style ce spectacle était superbe, chaque lecteur va créer sa phrase. Quand la bataille était terrible, chaque lecteur va faire la chorégraphie. Donc c'est l'objet qui oblige à être créatif, alors que la télévision oblige à être passif. Donc tant qu'il y aura des gens créatifs, tant qu'il y aura des gens intelligents, ce monde ne sera pas foutu. Donc les livres sauveront le monde. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez tenu pour la première fois entre vos mains le premier livre que vous ayez écrit et publié? C'était Les Fourmis, je crois, en 1991. Je vais vous dire, c'était tellement puissant comme effet, parce que ça faisait 12 ans que j'attendais ça, que j'ai eu juste une idée, c'était me suicider. Et je vais vous dire pourquoi, pour pouvoir partir au meilleur moment. C'est-à-dire comme ça correspond au moment le climax, c'est-à-dire le moment le plus puissant. J'avais écrit Les Fourmis entre l'âge de 16 ans et l'âge de 28 ans. Donc tous les jours, 4h30, tous les matins, sans m'arrêter. Vous imaginez l'envie
que ça existe qui était derrière ce livre. Quand ce livre, je l'ai tenu dans les mains, je suis rentré chez moi et vu que j'avais fait criminologie, je suis sorti mon cours pour voir comment se suicider, j'allais dire proprement. Et j'ai vu que c'était quand même une prise de tête un peu. Alors j'ai demandé à ma compagne de l'époque, je dis reste à côté de moi. Elle devait être ravie, votre compagne de l'époque. Non, mais elle a compris que, en fait, c'est comme un baby blues. Normalement, un baby blues, ça arrive après 9 mois de gestation. Moi, c'était 12 ans. 12 ans, pendant 12 ans, obsédé par le même livre et je recherchais la perfection sur ce livre et il existe enfin. Donc, je me disais, si je pars maintenant, j'ai un parcours parfait. Et ça a duré combien de temps? 3 jours. 3 jours. Pendant 3 jours, il fallait tout le temps qu'il y ait des gens à me parler pour pas que je pense tout seul. Et vous retrouvez à chaque fin de livre publié non, ce sentiment-là? C'est parce que les gestations maintenant sont de 1 an. Donc, et puis maintenant, je sais que c'est possible. Mais il y avait une énorme prétention et un énorme orgueil de ma part, c'est que je pensais avoir tout dit dans Les Fourmis, donc je n'avais plus rien à dire d'autre. Vous savez, la première version que j'avais donnée à l'éditeur, j'avais tout codé, de telle manière que toutes les premières lettres de chaque phrase forment une autre histoire cachée. Il y avait un système de géométrie dans le livre qui faisait que ça correspondait à la cathédrale d'Amiens. Donc j'avais mis des trucs dingues à l'intérieur du livre, et pour moi, il y en a vu pour des années, pour chaque personne qui voudrait comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, pour l'étudier, pour le comprendre. Vous avez toujours écrit, Bernard Werber, dès vos 7-8 ans. À votre avis, qu'est-ce qui instinctivement, naturellement, vous a poussé vers l'écriture? J'étais nul dans tout le reste. J'étais pas bon au football, donc je pouvais pas être dans les équipes de la classe. J'étais pas bon dans tout ce qui était récitation et travail de mémoire, donc j'arrive pas à retenir les dates des batailles et les fleuves russes. Donc, n'étant pas bon élève, n'étant pas bon sportif, si je n'avais pas trouvé ma petite niche de raconteur d'histoire, en fait, j'existais pas. C'est vrai que votre premier texte s'appelait Les Aventures d'une puce? Oui. Et qu'est-ce que ça racontait? Alors, c'était l'escalade d'un être humain par une puce, et elle arrivait dans les cheveux où elle décrivait ça une sorte de savane compliquée. Et je me rappelle, le professeur m'avait dit, écoutez, j'ai vraiment énormément rigolé avec votre histoire d'une puce, mais la première phrase ne convient pas, et vous comprendrez un jour pourquoi. Et cette première phrase, c'était « Je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau ». Voilà, j'ai compris pourquoi depuis. Ah bah ouais, nous aussi, là, on comprend tout de suite. On remarque en tout cas en germe votre fascination, Bernard Werber, pour les univers minuscules. Qu'est-ce qu'on apprend du monde et des hommes lorsqu'on regarde ce monde à hauteur d'insectes? Alors les univers minuscules, j'allais dire plutôt les univers différents. Je crois déjà que si c'est des hommes qui parlent des hommes, on va tout le temps parler de la même manière. Une fourmi qui parle des hommes, on a déjà une perspective. Mais dans l'Empire des Anges ou Nous les Dieux, c'est une perspective d'en haut. Oui. Dans Nos amis les humains, c'est une perspective d'extraterrestres. Dans des nouvelles qui s'appelait L'ami silencieux, c'est une perspective d'arbre. Que pensent les arbres de nous? Ce qui m'intéresse toujours, c'est savoir qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'est l'humanité? Et la meilleure manière de répondre à ces questions, c'est demandons à la nature, non pas aux intellectuels qui ne font que jouer avec l'arithmétique des mots, mais à la nature, qu'est-ce qu'elle pense de nous? Que pensent les fourmis de nous? C'est aussi faire preuve d'une certaine humilité. Oui. C'est résister à une forme d'hubris qui serait celui de l'homme ou de la femme face au monde, non? Je crois en effet que la nature est la solution à tout, et la meilleure philosophie pour moi consiste à se promener en forêt et regarder les étoiles. Dès le moment où on a ces deux activités, on ne peut pas être complètement con. Voilà. Vous avez longtemps été journaliste scientifique. Vous êtes un amoureux de la science. La science est-elle pour vous toujours du côté du progrès? Non. Il y a cette phrase fabuleuse de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », et je crois qu'il y en a pour longtemps. Cette phrase va nous imprégner et nous guider pendant longtemps. Jules Verne pensait que la science allait nous sauver. Depuis, on a compris que la science pouvait faire du bien et du mal selon les intentions des hommes qui l'utilisent. Maintenant, ce qui va nous sauver, je vais vous dire, c'est la philosophie. Et c'est pour ça que mon travail, d'ailleurs, j'appelle pas ça science-fiction, mais philosophie-fiction, c'est-à-dire le changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, c'est l'aventure de la conscience, c'est plus l'aventure de l'intelligence ni de la technologie. Et c'est ce que j'essaie de raconter dans mes livres. C'est il faut changer de point de vue, il faut changer d'état d'esprit, et c'est comme ça que le monde sera meilleur. Vous savez qu'il y en a une qui est pas du tout philosophe dans cette émission. Peut-être que vous la connaissez. Bernard, c'est la culture et son actualité bénigne, inoffensive, sans grand intérêt. Enfin, ça dépend des jours. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 15 mars?
Et c'est parti pour Livre Paris, la 39e édition de la Grand-Messe littéraire internationale s'installe jusqu'à lundi, porte de Versailles. Au programme 3000 auteurs en dédicace, dont vous, Bernard Werber, la Slovaque, Bratislava en ville invitée, et l'Europe à l'honneur comme un symbole à la veille du probable Brexit et à 2 mois des élections européennes. Tout le week-end, France Inter pose ses micros au salon et propose émissions délocalisées, séances de dédicace et lecture jeunesse. Toutes les infos sur le site de France Inter, d'Enfer. Oh, mais j'adore l'abstrait. Week-end arty, week-end happy, car dès aujourd'hui du côté de Bordeaux, on s'enivre de Reversant, l'expo qui lie vers, design et art contemporain à la Cité du Vin de la ville girondine. À Toulouse, on prend le large avec Picasso et l'exil, qui explore le lien entre bouleversement intime et geste créateur chez le plus français des maîtres espagnols. Et sinon, à Paris, on passe aux 3 actes. Première grande rétrospective consacrée par le Musée de la Monnaie au sculpteur allemand contemporain Thomas Schutte. Chic. Il est au centre de chaque séquence et donc au centre du film. Doc en stock, le festival Cinéma du Réel, rendez-vous incontournable du film documentaire international, inaugure aujourd'hui sa 41e édition au Centre Pompidou à Paris. Au programme jusqu'au 24 mars, plus de 40 œuvres en compétition, mais aussi des rétrospectives, des avant-premières, des tables rondes, des concerts et notamment un cycle sur l'artiste américain Kevin Jerome Everson. La projection de la série Le Village de Claire Simon et celle du nouveau film Varda par Agnès de notre icône champignonesque préférée. Ce regard bleu. Keren du jour, la reine du folk mélancolique Kerenan révèle aujourd'hui Bleu, son 8e album studio magnifique, entièrement écrit et chanté en français, une première depuis près de 15 ans, porté par le morceau Sous l'eau, le disque qui allie plumes sensuelles, mélodies élégantes, arrangements raffinés, disent-ils, un spleen, doux, lettré. Pour l'occasion, on réécoute Keren qui était à notre micro le 29 janvier sur notre site ou en podcast, on reste branché. Et le romancier Bernard Werber, invité de Boomerang ce matin à l'occasion du Salon du Livre, Livre Paris, donc qui ouvre ses portes aujourd'hui. L'occasion pour nous de revenir sur ce qui fait la spécificité de votre travail. On a parlé de votre amour pour les sciences, mais vous manifestez également un vif intérêt pour la spiritualité. En quoi le scientifique et le spirituel sont-ils pour vous compatibles ? Parce qu'on a 2 hémisphères dans le cerveau. On a un hémisphère gauche qui est mathématique, et un hémisphère droit qui est poète. Donc il faut avancer avec les deux. Je crois que par rapport à la science sans conscience n'est que ruine de l'âme, précisément comment développer sa conscience par la spiritualité. Et la spiritualité, ça consiste à un moment à se poser, rêver, se poser des questions sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, et puis essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il y a après la mort et qu'est-ce qu'il y a avant notre naissance. Et croire, en quoi vous croyez, vous ? Ça change selon la météo, ça change selon les jours. Je crois que je n'ai pas de croyance fixe. Ce que j'aime bien dans la notion de spiritualité, c'est que précisément, c'est une dynamique. On n'est pas dans des certitudes, on est dans une recherche. Mais nos croyances, vous les interrogez, notamment dans votre dernier roman La boîte de Pandore, dont le sujet tourne justement autour de la question des vies antérieures. Comment en êtes-vous venu à vous pencher sur ce sujet ? Alors, en tant que journaliste scientifique, j'avais commencé à étudier l'hypnose. Un jour, j'ai rencontré un hypnotiseur régressif qui m'a proposé de faire une expérience de retour dans une de mes vies antérieures. Et là, je suis rentré dans un film pendant 1 heure et c'était génial. Il y avait plein de détails. On me suis retrouvé en Atlantide et je me suis retrouvé dans la peau d'un type très très cool qui avait 821 ans. Ça veut dire que vous êtes né plusieurs fois, Bernard ? Selon une médium, 111 fois. Et après, j'ai reproduit cette expérience. Je me suis retrouvé dans une vie de femme de harem en Égypte en moins 300 avant Jésus-Christ, de archer anglais en 1200, et puis dans les vies que je connais le mieux, et d'herboriste dans les Andes, donc peut-être chez les Incas, mais c'était en 1300 aussi à peu près. Mais alors à ce moment-là, où est votre esprit cartésien ? Abandonné, perdu, à la poubelle, Écoutez, loin ? C'est entre le rêve et la science. Le seul élément troublant, c'est la masse de détails. Alors, après chaque expérience, je vais voir est-ce que ce que j'ai vu dans la régression pourrait correspondre à des événements historiques. Il y a une vie, par exemple, très précise, c'est ma vie de samouraï au Japon. Donc, c'était avant l'époque Meiji. Et je peux vous dire que c'était rempli de détails. Je peux vous dire qu'est-ce qu'on mangeait, comment on était habillé, quelle était l'ambiance. J'ai même des impressions d'odeur. Alors, est-ce que ça vient de mon travail de romancier, de mon côté rêveur ou d'une réelle existence? Je ne pourrais jamais vous certifier que ça existe. Mais comment on fait pour se souvenir de choses qu'on ne sait même pas avoir oubliées ?
en fin de compte. On ferme les yeux, on imagine un couloir avec des portes, on ouvre la porte et on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est de l'auto-hypnose. C'est de l'auto-hypnose. Et ça peut être de l'hypnose guidée. C'est-à-dire, ça marche en général mieux quand il y a quelqu'un qui vous dit ferme les yeux. Vous voulez dire que vous le faites pour les autres? Oui, je le fais pour les autres. Je fais même un petit spectacle qui est aux Trois Baudets, qui va démarrer le 17 avril, dans lequel je propose à la salle de faire l'expérience rapidement. Mais non, Bernard, je vous vois venir là. Je vous vois venir et ça ne va pas du tout se passer. Ça ne va pas se produire. Non. On ne va pas faire d'auto-hypnose régressive maintenant à ce micro, à 9h23 sur France Inter. Mais je propose tout le temps quelque chose de sympathique. C'est-à-dire, je leur dis, vous n'allez pas aller dans une vie où ça s'est mal passé, vous allez dans une vie hyper sympa. C'est une sorte de tourisme sympathique. Et s'il y a le moins de problèmes, je leur dis, vous revenez tout de suite. C'est pas pour aller se retrouver dans des situations difficiles. En quoi l'oubli est-il un sujet vertigineux pour l'auteur que vous êtes? Parce que je n'ai pas de mémoire moi-même et je note tout. Si j'écris l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, c'est parce que je note tout ce que je découvre de formidable et que je l'oublie. Et c'est mon drame. Ma maman souffre d'une maladie d'Alzheimer. Je vois ce que c'est la disparition de la mémoire, et j'écris énormément et j'écris très vite tous les jours pour être sûr de laisser un souvenir et une trace. Mais dans quelle mesure, à votre avis, notre époque, en fabriquant une quantité astronomique d'informations, d'images stockées sur des cartes mémoire, fabrique-t-elle de l'oubli? Il y a de l'oubli s'il n'y a pas un système de guidage, s'il y a une grille de lecture. Et s'il y a pas de grille de lecture, il y a une sorte de sensation on reçoit plein d'informations qui nous arrivent, ça nous saoule en effet. Mais si on a une grille de lecture, et cette grille de lecture peut être par exemple ce que vous disiez tout à l'heure, la spiritualité, à ce moment-là on se dit en quoi toutes ces informations peuvent m'aider dans mon chemin spirituel personnel et individuel, et à ce moment-là on fait le tri, on va vers les bonnes infos. Et puis le livre aussi, je me dis en vous regardant, en vous écoutant ce matin, peut-être que le livre apparaît ici dans toute sa nécessité. Le livre est l'outil qui permet à la spiritualité, ça j'en suis persuadé. Vous savez qu'on va en reparler de tout ça, Bernard. Avec plaisir. De mémoire, juste après une chanson, tiens, de Barbara, chantée par Gérard Depardieu, qui s'appelle Mémoire, Mémoire. Vous êtes sur France Inter avec Bernard Werber, vous écoutez Boomerang, un vendredi de mars. Bernard. Mais il a cet air passionné, vous savez, du mathématicien perché. On l'imagine gratter des formules algébriques sur un tableau noir, entre deux coupés pas de bourré en écoutant le Lac des Cygnes, l'album posthume de Johnny Hallyday, les fabulettes à manger d'Anne Sylvestre, ou même Barbara, chantée par Depardieu. Tiens, il n'y a pas beaucoup de cheveux, mais un sourire jusqu'aux oreilles qui donne à son visage quelque chose de bienveillant, tout en noir ce matin, t-shirt et veste. Le romancier Bernard Werber, invité de Boomerang. On parlait d'oubli et de mémoire tout à l'heure. Quand on écrit des livres, est-ce qu'on pense à la postérité? Oui. Moi, j'écris vraiment, je crois que le plus grand, le plus fort de tous les critiques littéraires, désolé de le dire, c'est le temps. Le temps révèle les vraies originalités et détruit tous les auteurs à la mode qui ne faisaient que copier les autres auteurs à la mode de la génération précédente. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un livre Donc j'écris pour le reste, temps. Qu'un livre traverse les siècles? Ce qui fait qu'un livre traverse les siècles, c'est qu'il y a une idée originale qui n'a pas encore été traitée. Et si par exemple, tout à l'heure je citais Rabelais, qui est aussi l'un de mes maîtres, si Rabelais, Gargantua et Pantagruel a pu nous venir du Moyen-Âge, c'est parce qu'il y avait un visuel très puissant, et il y avait une mise en scène, et il y avait des idées complètement nouvelles. De même, je suis fan de La Fontaine, la puissance des idées à travers ses contes avec les animaux est extraordinaire. Moi, quand j'ai vu les premières fables de La Fontaine, je me suis dit, c'est pas juste une petite poésie à apprendre par cœur. C'est les problèmes politiques de Louis XIV, ça m'a tout de suite surgi. Le mec est en train de dénoncer sa société à travers des histoires avec des bébêtes. Et c'est génial. Je me suis dit, quelle meilleure manière de parler d'une époque. Dénoncer la société et réfléchir aussi sur ce qu'était le genre de la fable à un moment donné. C'est peut-être aussi un texte qui réfléchit sur son propre art, sur la littérature, sur la poésie. Est-ce que vous pensez, vous, Bernard Werber, que vos livres vont rester, vont durer? J'écris pour ça. J'écris pour l'espace et pour le temps. C'est-à-dire, j'écris pour être lu dans le monde entier, et j'écris pour que dans 200 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans, ça ne perde pas de sens. Mais c'est une ambition étrange, qui n'est pas très logique, et donc je comprends que ça soit difficile à intégrer qu'un auteur écrit pour après sa mort. Oui, mais pour nous, c'est pas ça qui rend l'acte d'écrire si important, forcément, parce qu'il faut bien que vous y trouviez un certain plaisir, malgré tout, je suppose. Un certain plaisir, mais c'est une joie. Tous les matins, ce matin je suis dans votre émission, mais sinon je serais en train d'écrire, j'ai un quasi-orgasme d'écriture. En général, ça arrive vers 11h, car je commence à écrire à 8h, et vers 11h, je suis à fond avec mes personnages. Alors, je travaille dans le café, les gens me voient presque rigoler tout seul avec mon
casque, en train de taper sur l'ordinateur. Les gens vous voient avoir un orgasme, Bernard, c'est quand même gênant. Mais non, je crois qu'il faut avoir un orgasme à la création pour que le lecteur puisse en avoir à la réception. Je crois à la joie d'écrire et je crois à la joie de lire. Et il faut que tout ça se passe de manière festive. C'est-à-dire que c'est pas un travail intellectuel, ça doit être un travail organique. Et l'expérience de lecture du livre doit être quelque chose qui touche dans le corps, pas quelque chose qui touche juste dans le mental. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Roland Barthes, le texte jouit, tout ce que vous voulez. Mais enfin bon là, en l'occurrence, ce sont des orgasmes qui durent très très longtemps pour vous. C'est pour ça que j'adore ce métier. Vous savez, j'ai qu'une hantise, c'est être obligé de faire un autre métier, parce que je m'amuse tellement dans ce métier. J'ai un tel plaisir. Tout à l'heure, vous parlez salon du livre. Salon du livre, ça veut dire, ouais, j'ai des lecteurs, mon travail a un sens, déjà maintenant, et il faut que je continue parce qu'ils ont l'air contents. Tant qu'ils viendront, je continuerai. Après, quand il y aura plus de lecteurs, il faudra bien que je fasse un métier honnête. Vous feriez quoi? Je sais pas, journaliste. Journaliste scientifique, Bernard. Soyez pas insultant. Enfin, cela dit, vous avez un parlé de métier honnête. Oui, c'est vrai. Non, vous savez, oui, par moment, je me dis, c'est comme si j'avais gagné au loto. Je fais un métier où je m'amuse et on me paye pour ça. Est-ce que j'ai vraiment droit à ça? Et je sais pas si les autres écrivains ont ce sentiment, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir énormément de chance de faire ça. Et je souhaite à tous les êtres humains de se réaliser autant que je me réalise moi-même, c'est-à-dire quand j'écris, je fabrique des mondes, je fabrique des personnages et je m'amuse. Et c'est pour ça que le lecteur va pouvoir s'amuser aussi. J'aimerais bien que vous nous lisiez un texte, Bernard, un texte que vous avez écrit spécialement pour cette émission et qui dit quelque chose de votre conception de la littérature, justement. Alors, déjà, sur les parois des grottes de l'homme préhistorique, il y a 17 000 ans, on a retrouvé deux sortes de récits. 1. Les histoires réalistes racontant en général les chasses ou les guerres. Et 2. Les histoires magiques, décrivant par exemple le voyage de l'âme après la mort. Les deux étaient nécessaires. La première pour la mémoire et la deuxième pour l'imagination. Il y a 2650 ans, le premier roman tracé en cunéiforme, l'histoire de Gilgamesh, racontait les aventures d'un roi à la poursuite d'un ami défunt dans les mondes fantastiques. Par la suite, la Bible, best-seller international, ne lésinait pas sur les effets spéciaux époustouflants. Serpents qui parlent, buissons ardents, anges qui combattent les démons, déluge mondial, mort qui ressuscite pour le plus grand plaisir de millions de lecteurs. Plus tard encore, au Moyen-Âge, il y a eu Rabelais avec son géant Pantagruel, puis encore plus tard, Mary Shelley avec Frankenstein, Bram Stoker avec Dracula, Jules Verne par Javel. Du coup, il m'avait toujours semblé que pour bien marcher, la littérature avait besoin de ces deux jambes, la jambe réaliste et la jambe imaginaire. Pourtant, je me souviens que lorsque j'étais jeune journaliste dans un célèbre hebdomadaire parisien, j'avais proposé de faire la nécrologie de Pierre Boulle. J'étais allé voir le chef de rubrique littéraire et il m'avait dit: Pierre Boulle, jamais entendu parler, c'est qui? Eh bien, l'auteur, entre autres, du Pont de la rivière Kouai et de la planète des singes, lui ai-je répondu. Le chef de rubrique s'est gratté le menton et a dit: Ah, la planète des singes. J'étais persuadé que ça avait été écrit par un Américain. Donc, pour ma nécro, est-ce que c'est possible? Ai-je insisté? Non, désolé Bernard, nous sommes un magazine sérieux, on ne peut quand même pas parler de science-fiction. Ce mépris pour la littérature dite d'imaginaire me semble une gigantesque erreur. Et on se coupe de la possibilité de faire rêver les jeunes d'un monde nouveau, donc forcément différent du monde connu. Heureusement, même si ce genre d'œillère est encore très répandu dans le milieu dit germano-pratin, il existe une échappatoire. Ce sont les professeurs de français de lycée. Ils sont de plus en plus nombreux à proposer spontanément des récits de fantastique à leurs élèves. Moi-même, j'ai découvert la science-fiction grâce à 2 de mes professeurs de français de lycée qui avaient envie de nous faire découvrir, entre guillemets, une autre littérature. De fait, c'est eux qui m'ont donné le goût de la lecture et le goût de l'écriture. Je voulais les en remercier ici. Comment ils s'appelaient, ces professeurs? Il y avait Monsieur Gilabert et Madame Pupco. Et en effet, je m'étonne, n'ayant pas de mémoire, de me rappeler de ces deux profs, ce qui montre que les profs de français, c'est eux qui sont en première ligne de ce combat pour que les jeunes lisent et pour qu'il y ait une littérature riche et vivante. Vous savez que France Inter est une radio très écoutée par les retraités de l'éducation nationale. Peut-être sont-ils eux aussi à l'écoute, on ne sait jamais. Tant mieux. Ouais. Mais plus il y aura de gens qui lisent, plus le monde sera bien. Et si, à force de vouloir pousser les gens vers une littérature dite élitiste, on les dégoûte complètement de la littérature, là, ça sera foutu. Je sais que dans les dédicaces, par exemple, souvent les gens me disent « Vous m'avez réconcilié avec les livres, vous m'avez donné envie de lire. » Et pour moi, c'est le plus grand compliment qu'on puisse me faire. Mais on entend quand même, quand vous nous parlez, ce mépris dont vous avez pu possiblement souffrir. On comprend
comprends que vous vous sentez un petit peu à part et que ça peut être difficile, parfois. Ça a pu l'être, en tout cas. Écoutez, non. En fait, ce monde est parfait. C'est parce que, justement, il y a un combat à faire, un combat pour une littérature d'imaginaire, que je suis très très bien. Et c'est aussi grâce à ça que je suis visible. C'est parce que c'est le règne en France de l'autofiction nombriliste avec des états d'âme dépressifs. Vous avez conscience, Bernard Werber, que ça, le cliché de l'autofiction dans la création française, c'était vraiment il y a 10 ans. Aujourd'hui, la littérature française fait autre chose. Je voyage beaucoup et c'est encore la vision qu'à l'étranger on a de la France. Mais la vision de l'étranger sur la France, c'est autre chose que la réalité de la création française. Oui, je trouve quand même qu'on pourrait faire mieux, si je puis me permettre, cher Augustin. Je trouve que l'imaginaire n'est pas vraiment défendu dans notre pays. Il n'y a pas de science-fiction, il n'y a pas de fantastique. Même les éditeurs ont très très peur de sortir de ces sentiers battus. Ils ont peur que cette littérature ne touche pas ni les critiques, ni puisse avoir les prix littéraires. Mais vous savez qu'à l'origine, le Goncourt, c'était fait pour pour choisir le livre d'imaginaire le plus innovant. Et je crois que ça a perdu un tout petit peu de sa fonction. Donc, il y a un combat pour l'imaginaire, il y a un combat pour ouvrir des mondes nouveaux et sortir juste des gens qui font leur psychanalyse dans des livres. Quand vous avez copains. Quand vous avez de la peine, Bernard Werber, comment vous vous consolez? Par les livres. Je me rappelle une fois, j'avais échoué un examen, j'avais lu Frédéric Dard, c'était le Standing selon Bérurier, et j'avais éclaté de rire en pleurant, c'est-à-dire j'étais malheureux d'avoir raté l'examen, et j'étais heureux de lire, et je crois que les livres sauvent. Il y a une véritable thérapie, c'est-à-dire si on va pas bien, on prend un bon livre, et on va mieux, et ça coûte moins cher que 25 ans de psychanalyse. Genre, j'ai rien contre les psychanalyses, mais je trouve qu'il y a un moment, il faut trouver des sorties de secours au lieu de tout le temps se regarder le nombril, et les sorties de secours, c'est s'évader, sentir le monde, percevoir la complexité et la richesse de l'univers. Et ça, on peut l'avoir par les bons livres. Vous lisez quoi en ce moment comme bon livre? Alors, je lis l'Arbre Monde, le livre américain. Je sais pas s'il est bon. Au moment où j'avance, je suis pas encore convaincu. J'attends que l'auteur me rattrape. et Stephen King. Stephen King, je lis depuis le début. C'est un maître et en même temps, par moments, j'ai l'impression que il se renouvelle pas assez. Donc, c'est comme un papa que je surveille. Et comme peut-être certains de mes lecteurs doivent me surveiller et se dire, tiens, par moments, il pourrait faire mieux. Voilà. Donc, j'aime bien ce rapport avec l'écrivain, qui est un rapport familial. On se sent connecté. Merci en tout cas, Bernard Werber. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que vous